Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et le Bénin de Patrice Talon, une fois encore, soulève de la rampe, focalise l'attention, la bonne nouvelle de ce début du mois de juillet. À en croire l'institution de Bretton Woods, la Banque mondiale, le revenu national brut par habitant, le RNB au Bénin, a enfin connu un bon qualitatif. Il est passé de 870 $ de 2018 au 1er juillet 2019 à 1250 $ de 2019 au 1er juillet 2020, faisant ainsi passer le Bénin, le pays donc de statut du pays pauvre, à celui du pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Le Bénin, un pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Un grand pas de plus vers la prospérité partagée. Le sujet, mesdames, messieurs, au menu de l'émission débat du jour. Et sur ce plateau, en notre compagnie, Eloge Francis Satadé, secrétaire général du réseau des experts en gouvernance. Il est membre de l'IPSIA, très en vue sur des questions d'ordre économique. Eloge Francis Satadé a accepté de nous accompagner durant ces 45 minutes d'éclairage. Monsieur Francis Eloge Satadé, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'opiner sur les questions qui touchent à la vie nationale. Merci une fois encore. En face de vous, pour cet instant analyse, Monsieur Kazmi Pidjo, ça fait un moment par ici. Il est analyste économique et directeur de publication de Nouvelles Économies. Kazmi Pidjo, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Eloge. Bonjour. Merci à vous de répondre à cette invitation. C'est un plaisir pour nous. Depuis le 1er juillet 2020, ce n'est que secret de polichinelle, la Banque mondiale a actualisé sa classification des pays en fonction de leurs revenus. Dans le monde, seulement 10 économies ont pu changer de catégorie. Oui, 10, pas plus. Cette année, donc, et 5 pays au plan africain. Mais dans cette liste très restreinte, figure en bonne place le Bénin. Pour d'aucuns, c'était inattendu. À l'arrivée, le pari est tenu gagner. Monsieur Eloge Atadé, comment vous appréciez cette nouvelle configuration de cette classification, surtout la position du Bénin? Je crois que c'est un plaisir parce que ça fait un moment que le Bénin s'est engagé dans la dynamique du progrès. Vous savez que depuis l'avènement du président Patrice Talon, quand on examine la dynamique économique, on a constaté que nous n'avons pas fait de petits bonds. Et puis il y a des agrégats qui permettent de mesurer l'activité économique, on le sait. Et c'est heureux que des institutions comme CEPIA aient pu donner une appréciation parce que c'est annuellement que ces institutions procèdent à l'évaluation pour pouvoir opiner sur les pays qui sont éligibles à des crédits IDA. Donc je crois que c'est un plaisir qu'au cours de cette année, que nous puissions obtenir une appréciation honorable de la part de cette institution, ce qui conforte parce que la conséquence, c'est que nous aurons une enveloppe conséquente pour pouvoir développer la croissance. Donc le Bénin est sur les rails du développement et je m'en réjouis extrêmement bien. Le Bénin sur les rails du développement, oui, source mobile de satisfaction. Oui, Kazmi Pidjo, votre regard sur cette nouvelle qui ouvre de fort belle manière, il faut le souligner, le mois de juillet pour le gouvernement béninois. Alors merci Joël. Nous étions donc, comme vous le disiez tantôt, à 870 $. Ce qui correspond en CFA à 504 678, un peu moins donc de 505 000 francs CFA l'an en 2018. Donc lorsqu'on met dans la cagnotte tout ce qu'un Béninois moyen a gagné en 2018, ça tourne autour de 504 000. Alors que désormais, donc pour le compte de l'année en cours, nous serons autour de 120 250, soit 725 000, soit une augmentation de 220 443 en 12 mois. Je crois que c'est un effort. C'est un effort qu'il faut déjà apprécier. Alors, c'est un effort, ça peut être sous forme de tricherie. On peut avoir triché pour atteindre ce résultat, comme on peut avoir travaillé pour atteindre ce résultat. C'est ce que véritablement cette émission va prouver. Mais déjà, il faut saluer cet effort-là, que ce soit le tricheur qui décide donc d'aller en avant,
ou bien le travailleur qui décide d'aller en avant, il faut déjà se mettre à les féliciter chacun pour le sens donc du devoir de progression. Parce que quand on parle de l'évolution, il y a la régression, mais il y a aussi la progression. Mais ici, il s'agit de la progression. Donc le Bénin est passé donc à une étape donc, de pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Il faut préciser la tranche inférieure. Donc, c'est déjà bien. En tant qu'analyste, écoutez, on ne peut pas rester statique. Même quand vous êtes statique, on peut déjà apprécier ce que vous avez fourni. Le Bénin a performé, mais de quelle manière? C'est ça nous allons donc voir. Il ne s'agira pas donc déjà de se mettre plein les poches, parce qu'en français facile, ce que nous avons eu là, on est passé de l'extrême pauvreté, donc d'un pays très pauvre à un pays pauvre. Vous savez, il y a de cela quelques mois, on était déjà venu sur ce plateau pour éplucher un peu ce sujet. Donc, c'est encore notre vocabulaire d'un autre partenaire technique et financier qui vient dire la même chose. Nous avons performé. En tout cas, un partenaire technique et financier, pas des moindres. Il faut vraiment en tenir compte. Je crois, Kazmi Pidjo, vous êtes d'avis. Quels sont les facteurs qui ont motivé cette performance? Comment l'a-t-on obtenu? On y reviendra tout à l'heure et apprécier ensemble, comme vous le signez, parce que, oui, mesdames, messieurs, beaucoup de voix sont élevées pour applaudir, mais il y en a qui demandent à ce que l'on sache accueillir cette bonne nouvelle avec des pincettes. Pourquoi? Avec nos débatteurs, on va apprécier. Pourquoi? Un peu de retenue quand même dans ce qui fait le mobile de satisfaction depuis ce mois de juillet. Alors, les mobiles faux profonds ou les facteurs motivant cette performance, on peut entre autres, lisant un peu les grandes lignes de ce rapport, je cite, « Au cours de l'année écoulée, le Bénin a fait des progrès significatifs dans 4 domaines particuliers. Tout d'abord, je cite toujours le rapport, chers invités, la gestion économique a été améliorée grâce, dit-on, à la publication de statistiques régulières et complètes sur la gestion de la dette, ainsi qu'à l'introduction de budgets programmatiques et les progrès soutenus en matière de consolidation fiscale. » Fin de citation. Un premier volet qui a valu au Bénin un peu cette note très honorable. Monsieur Eloge Attali. Je crois que vous faites bien d'évoquer cet aspect qui me paraît très important, parce que c'est sur des critères objectifs que cette institution a opiné. Et puis, je crois qu'il y a 16 critères. Et au niveau de chaque critère, il y a des spécialistes qui ont travaillé. Tout à fait. Alors, les 16 critères ont été regroupés en 4 groupes. Donc, il y a la gestion économique dont vous parlez là, oui. Et c'est là où le Bénin a plus performé. Nous sommes passés sur le continent, je crois, deuxième, parce qu'après l'Ouganda, c'est nous. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un record. Et ce qui me réjouit, c'est que nous avions eu une décennie pour passer de 3,5, parce que sur l'échelle de l'appréciation, c'est de 1 à 6. Nous sommes passés de 3,5 à 3,6 en 10 ans. Alors que le Rwanda est passé de 2009 à 2015 en 5 ans au même stade que nous. Il faut avouer que c'est parce qu'il y a eu des réformes entreprises mises en œuvre courageusement. Et ces réformes-là ont induit des comportements disciplinaires qui sont en train de produire des résultats impressionnants. Et c'est ça le constat en fait. Donc il y a la gestion économique, il y a les politiques structurelles, il y a la politique de lutte contre l'exclusion, et puis enfin il y a la gestion et puis des institutions du secteur public. Donc il y a 4 grands domaines sur lesquels les techniciens de l'économie ont opiné et ont fini par retenir que le Bénin a fait quand même des bons appréciables. Mais il faut apprécier, il faut faire remarquer qu'en fait c'est annuel. Puis cette institution procède à une évaluation annuelle. Tout à fait. Donc chaque année, l'année prochaine, on aura 12 évaluations. Les progrès et les reculs. Voilà. Donc nous avons à maintenir le cap. On a maintenu le cap. En attendant de revenir au cap, comment maintenir le cap? Oui, Kazmi Pidjo. 16 critères d'évaluation regroupés en 4 grands groupes. J'ai lu tout à l'heure le premier volet. Est-il encore besoin de faire une relecture? Vous avez sans doute suivi. Alors, quand on prend ce premier groupe, comment appréciez-vous un peu, vous qui suivez l'évolution graduelle des performances du Bénin, comment appréciez-vous ce baromètre? Alors, je vous remercie. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et qu'il me plaise de lire déjà, moi,
deux facteurs déterminants de la Banque mondiale qui ont vu donc ce classement. Le premier, donc, qui justifie ce classement, c'est le facteur, donc, enfin, selon le rapport de la Banque mondiale, citation, le revenu national brut par habitant qui évolue en fonction de la croissance ou du revenu du pays concerné, c'est-à-dire le Bénin, de l'inflation. Il y a l'inflation, il y a le taux de change. Ici, dans la zone UEMOA, on n'en parle pas parce que vous connaissez la parité avec l'euro. Et donc, ça ne nous concerne pas. Et il y a la démographie. Alors, j'ai pris ce facteur pour vous dire les indicateurs que la Banque mondiale a collectés, ce n'est pas des indicateurs qui sont inconnus des autorités béninoises. C'est des indicateurs que le Bénin lui-même, il a produits. Je dis bien des indicateurs, pas des performances, des indicateurs. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a tendance à croire que ce qui se passe en économie, c'est des réformes. C'est des réformes, mais dans un sens négatif. Ce que vous appelez réforme, moi, je ne l'appelle pas réforme. Parce que les comptes qui ont été ainsi, donc, je dirais, audités, sont issus d'une réforme de rebasage des données économiques. Ce n'est pas pour autant ce que reflète l'économie béninoise que nous avons vu sur papier. Expliquez-vous. Alors, en 2016, quand ils sont venus, quand le gouvernement actuel s'est installé, ils ont eu l'idée ingénieuse de transformer, de gonfler les chiffres. Puisque vous avez demandé d'expliquer, de gonfler les chiffres, de rapprocher l'année de base de 2007 à 2015. L'année de base, c'est une année de référence. C'est une année au cours de laquelle l'économie a connu un progrès. Et donc, on retient chaque année, chaque pays retient cette année-là pour pouvoir faire ses projections, pour pouvoir faire ses calculs macroéconomiques. Alors, en 2016, quand ils sont donc venus, ils ont décidé de le faire. Ils ont eu des problèmes. L'Institut national de la statistique dirigé alors par donc, le technicien qui est aujourd'hui à l'international, dont je ne veux pas citer le nom, s'est opposé à cet exercice. Mais contre toute attente, il a été sauté, muté, mis au garage et l'activité a été faite. Donc en 2017, le Bénin a rebasé, a changé les donnes économiques et a replacé son année de référence à 2015. Et donc, sur ce modèle-là, les chiffres ont été gonflés. Je dis bien, les chiffres ont été gonflés. Nous étions venus ici pour vous l'expliquer, pour dire les chiffres sont en cours de gonflement. On appelle ça, en termes techniques, on appelle ça le rebasage. D'aucuns parleront de rebasement. Et donc, les données économiques ont changé. Ça fait que l'élève qui ne travaillait pas a vu sa note améliorer. Et donc, quand il vient à la maison avec un bulletin de meilleure performance, tout le monde, le cercle de la famille applaudit à grands cris. Non, l'élève souffre. L'élève n'a pas la compétence que nous sommes en train de voir. Parce que il n'y a rien entre 2018, 2019 et 2020 qui puisse amener un Béninois à gagner 250 000 francs. 250 000 francs de plus. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison. L'agriculture qui a marché, c'est grâce au coton. Vous voulez ramener, vous ramenez les données un peu au quotidien des Béninois. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les revenus, c'est ce que vous et nous, là, on gagne au Bénin. C'est ce qu'il y a dans notre poche. On revient sur la question de l'impact sur le quotidien des Béninois. Mais je voudrais vous demander, alors, le rebasage, c'est quand même... Je vous pose la question, vous, M. Kazmi, avant d'aller vers votre vis-à-vis. Le rebasage, c'est une donnée d'ordre économique aussi. Reconnu par les institutions telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Alors, et le rebasage intervient... Oui, allez-y. Et puis en quoi c'est mauvais? C'est ça que je vais vous expliquer. Si vous gardez un peu la patience, vous allez comprendre. Et donc, le rebasage est reconnu par les institutions de Bretton Woods et les autres partenaires. Mais le rebasage intervient dans des moments très précis, je l'ai dit tantôt. C'est quand l'économie a connu soit une croissance ou bien une régression. Je prends l'exemple du premier rebasage, enfin de la première borne temporaire
du Bénin, qui était donc en 1986, c'est à la suite donc de la crise pétrolière que le Bénin a pris cette date pour désormais faire référence à son économie. Mais entre donc 86 et la lisière donc de la crise que nous avons connue en 90, vous comprenez qu'il faut rapprocher l'année. Et donc, 2017, on avait connu une situation de crise à travers le monde, la crise financière qui est venue frapper le monde. Mais dites-moi, M. Attadé, qu'est-ce qui a eu lieu en 2015 au Bénin de votre mémoire, de scientifique, de votre mémoire, de gardien donc de la maison? Dites-moi, en 2015, il y a eu quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Rien. Et donc, c'est des messieurs qui ont décidé unilatéralement de corriger, qu'à cela ne tienne. Vous faites et la Banque mondiale valide. Le Fonds monétaire international valide. Ils ont fait, les missions sont venues valider. Donc 2015 désormais, c'est l'année de base. Et quand ils ont vu, quand ils ont regardé toutes les années qui pouvaient les arranger, ils ont choisi 2015. Arranger en quoi? Arranger dans les statistiques. Parce que quand vous prenez 2015, quand vous prenez les données de 2015 telles que conçues, ça permet donc au produit intérieur brut de flamber, d'aller au-delà de ce que nous avions. Ça fait que... Seulement dans les chiffres, pas dans la réalité, c'est cela? Merci. Merci, Joël, vous l'avez compris. Et lorsque ce produit intérieur brut, qui est le premier chiffre ou bien le premier agrégat macroéconomique qui permet de définir les autres données macroéconomiques, a changé, mais positivement, ça fait chuter. Telles que, par exemple, les données de la dette, qui étaient autour de 54%, est redescendue autour de 43%. Et vous avez des ministres Banque mondiale, des ministres FMI du gouvernement, tels que Abdoulaye Tchane, qui aujourd'hui, au lieu de parler d'une dette de près de 4 000 milliards, se contente chaque fois à dire nous étions à 54%. J'ai dit avec l'équipe sortante et nous sommes venus aujourd'hui à 43% parce que ça les arrange. C'est vrai, non? Nous l'avons. Oui, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai et c'est faux parce que vous avez gonflé les chiffres. Ça fait chuter le taux et vous présentez ça comme des données. Ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, M. Joël, et c'est peut-être ce que le gouvernement en place ne reçoit pas, le ministre Lagentier, les ministres ne reçoivent pas, mais nous, les Béninois se posent 10 000 questions par jour. Qu'est-ce qui a véritablement pu marcher? Nous, le Gari, vous l'avez dit ici sur votre plateau. Le Gari est à 800 francs. La mesure de Gari est à 800 francs. On était en train de dire ça. Quand subitement, ils viennent nous dire, vous venez nous dire que nous sommes aujourd'hui à 725 000 francs de revenus par an. Qu'est-ce qui a véritablement marché? Qu'est-ce qui a vraiment marché? On va apprécier ensemble, M. Attadé. Oui, votre vis-à-vis samedi qu'il faut, tout en reconnaissant que c'est une donnée économique, la question que je lui ai posée, essayer de nuancer un peu. Je salue les efforts d'analyse, mais du point de vue de la finesse du raisonnement, il y a encore des aspects qui me paraissent un peu faux. OK. Je vous permettrai de faire 3 constats. Allez-y. Le premier constat, c'est que je veux rappeler qu'en 2015, la croissance de l'économie du Bénin était à 2,1%. C'est un indicateur important. Nous étions dans l'effondrement économique. Mieux, en 2015, vous savez que 2015, les situations économiques, la crise économique et puis le climat délétère, le climat des affaires étaient viciés. Bon. Donc c'est un repère. 2, je voudrais vous dire en fait que quand vous dites que les chiffres sont faux, les chiffres sont faux, pourquoi? Je n'ai pas dit que les chiffres sont faux. J'ai dit que les chiffres ont été gonflés. Non, écoutez, c'est différent. Aucun chiffre n'est gonflé parce que les statistiques ont été produites régulièrement. Et je veux rappeler en fait que les résultats des travaux qui ont été faits, c'est en fait à l'issue d'un atelier où les acteurs gouvernementaux et la société civile ont participé avec les experts de la banque. Ça veut dire en fait que c'est une institution sérieuse, c'est un débat sérieux. Et c'est des critères qui ont été mis, qui ont présidé au choix du Bénin. Donc, on ne peut pas contester un travail qui a été fait par des experts qui viennent d'une institution internationale. Vous savez que la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont des institutions catalysatrices des financements des fonds des PTF. Donc, aujourd'hui, pour être en harmonie avec ces institutions, vous êtes obligé de respecter les normes, les exigences internationales. Parce qu'il y a des critères.
qui sont reconnus. Vous dites que la dette est de 54%. Écoutez, la norme communautaire, c'est combien? Vous savez bien, la norme communautaire, c'est 70%. Donc nous avons encore des marges pour nous endetter. Il n'y a même pas de problème. Encore qu'il y a de la transparence dans la gestion de la dette. Et ça a été un des critères importants qui ont permis de choisir le Bénin comme un pays désormais qui sort des pays à revenus faibles pour entrer dans la loge des pays à revenus intermédiaires, même si c'est dans la tranche inférieure. C'est un pas important. Je trouve qu'il y a... Vous dites que le gari coûte 800 francs. Je ne sais pas si nous sommes dans le même marché. Moi, je suis issu d'un pays, enfin, d'une localité où on produit le gari. Le gari, j'achète aussi à la maison. Je fais plaisir à mes enfants des fois. Le gari, je le prends à 300 francs la mesure. Du gari filtré, ce que nous appelons communément sorgho. Alors, ça veut dire que l'autre gari de moins de qualité doit coûter 200 francs ou 150. Actuellement. Donc, actuellement. Donc le gari, jusqu'à hier, j'en ai pris. Je n'ai pas pris ça à 800 francs, j'en ai pris à 300 francs. Alors, ça veut dire qu'on peut pas donner des chiffres faux sur un plateau comme celui-là. Okay, parce qu'il s'agit de donner. Les gari 800 francs, vous les prenez où? Je suis tenté de vous demander. Ah, mais au supermarché, vous la prenez au supermarché, M. Kazui Pédio? Je ne donnerai pas les données personnelles, je donnerai des données de l'Institut national de la statistique. Et mieux, c'est ici, sur votre plateau. Vous avez fait le débat sur 800 francs, la mesure, le tongolo de gari. Je conteste. Je conteste. Oui, là, vous contestez. Vous allez voir le journaliste. C'est le gari en importation ou bien il n'y a pas de gari en importation. Ou bien le gari en consommation locale. Et ce que je suis en train de dire, nous avons des Béninois qui sont en ce moment en train de nous suivre et qui pourront dire si c'est vous ou moi qui avons raison, ils vont le dire. Je ne suis pas venu... La question, vous évoquez la question de l'impact. La question de l'impact. Oui, permettez que je l'appelle à mon frère. Oui, j'ai pourtant la parole. Mais oui, si permettez, je vous la laisse d'abord. Comme j'étais maître de la parole, permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. Vous savez qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a une cellule de suivi, CEPIA. Ça veut dire que c'est parce que nous faisons un meilleur suivi par rapport aux critères qui ont été... Et c'est des critères qui permettent d'être éligibles au fond. Par conséquent, si vous voulez capter les financements de cette structure, vous allez être obligé. Puisque, en fait, quand vous passez de pays à revenus faibles à pays à revenus intermédiaires, que ce soit tranche inférieure, l'enveloppe des négociations change. On ne prêterait pas à un pays comme le Libéria, comme on prêterait à un pays comme la Côte d'Ivoire. Désormais, nous rentrons dans la même loge que le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous devons nous prendre plus au sérieux. Il y a quand même un effort d'assainissement du milieu financier. Il y a une économie qui est en marche. C'est vrai que la population ne sent pas encore entièrement les fruits de la croissance. Ça, c'est vrai. Oui, à cette question, ils sont nombreux à avoir de réactions. Si vous devez répondre à cette question, justement, vous direz quoi? C'est la fenêtre que semble ouvrir votre vis-à-vis. Mais je crois que nous sommes en train de négocier un vrai tournant. Autrefois, vous savez que quand on venait au Bénin, les individus étaient plus riches que l'État. Les individus s'étaient enrichis au détriment de l'État. Aujourd'hui, l'État est en train de corriger, évidemment, ce gap. L'État s'enrichit pour pouvoir procéder à la bonne répartition. Et vous savez que dans la dynamique de l'Institut qui vient nous apprécier, c'est que, vous avez désormais un soutien, un accompagnement pour améliorer la croissance économique, mais aussi, vous devez procéder à la prospérité partagée pour apporter un bien-être aux populations. Quand on examine la dynamique économique au Bénin, vous comprenez et vous convenez avec moi que depuis 1990, le Bénin peinait à dépasser une croissance de 5%. Il a fallu y arriver. Patrice Talon, président de la République, pour que nous changeons un peu de cap. On est passé à 4% en 2016, puis on était à 2,1% en 2015, on est passé à 4% en 2016, on est passé à 6% en 2018, et puis on est passé à 7% en 2019. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une dynamique qui est en cours qu'il faut accompagner. Quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Je ne conteste pas que dans une démocratie normale, qu'il y ait des voix discordantes qui portent la contradiction. Encore que les dirigeants ont besoin de ça pour prendre des choix conséquents. Je ne suis pas de nature à arracher la parole, mais vous permettez que j'en ai tellement entendu que je voudrais me prononcer. Premièrement, on ne peut pas contester un travail d'experts. Je m'inscris en faux contre cette phrase, contre cette pensée
des choses, nous sommes dans un travail scientifique. Et c'est la contradiction en scientifique qui nourrit le débat. Absolument. Et donc, on peut contester. Et d'ailleurs, on va contester. Ce résultat de la Banque mondiale, je suis prêt à contester. Premier niveau d'analyse. Pour le cas du Bénin, le 20 août 2019, le Nigeria fermait ses frontières. Je dis bien premier niveau d'analyse. Ça fait chuter les recettes. Ça fait chuter le revenu des Béninois. Alors donc que les données actuelles, les données dont nous sommes en train de parler, ont commencé par être collectées le 1er juillet 2019. Nous étions seulement à un mois, sinon à 50 jours de collecte. La Banque mondiale n'a pas tenu compte de cette situation pour classer le Bénin dans le rang désormais des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure. Premier niveau d'analyse, je conteste ces données de la Banque mondiale. Je conteste ces données des experts de la Banque mondiale qui sont venus donc récolter ce qu'on leur a donné au ministère de l'économie et des finances. Et je peux vous dire avec précision. Est-ce que leur rôle, c'est aller au-delà de ce qu'on leur remet? Il faut avec ce qu'on met à leur disposition. À votre question, permettez que je sois dans ma logique. Je vous dirai avec précision dans quel bureau, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au premier étage, je peux vous dire là où donc ce travail il est concentré. Second niveau d'analyse. Second niveau d'analyse, nous sommes en pleine crise du coronavirus. S'il vous plaît, sur le plan international. Pour le second niveau, vous permettez, il y a la Banque mondiale dans son rapport qui a bien mentionné que ce paramètre n'a pas été pris en compte. Permettez-moi que je l'ai dit, je conteste. C'est un travail scientifique et je conteste. Alors, les données ont été collectées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Ne sommes-nous pas en pleine crise du coronavirus? Et pourquoi la Banque mondiale s'est interdite donc de tenir compte de ces paramètres-là? Donc, ne dites pas que la Banque pourrait être sous influence. Ce travail scientifique-là n'est pas une Bible que je dois boire, auquel je dois croire mordicus. Donc, pour moi, votre phrase vous pensez a des insuffisances. On devrait Deuxième niveau troisième. Vous avez dit, troisième niveau, vous avez dit que le taux de croissance était de 2,1% en 2015. En 2015. Vous savez, monsieur Attardé, le Nigeria n'a qu'une croissance de 2,5% avant coronavirus pour le compte de l'année 2020. Mais ça ne demeure pas, ça n'empêche pas ce pays d'être une puissance. Vous savez, j'ai suivi, pour tout le temps, j'ai suivi vos débats. Vous avez tendance à prendre le produit intérieur brut, la croissance du PIB, comme des données sur lesquelles vous basez votre argumentaire. Monsieur, non, c'est pas ça. C'est du leurre. Écoutez, c'est du leurre. Vous savez, la croissance du produit intérieur... Non, je vous ai laissé tout le temps. Je ne peux pas vous laisser. Le produit intérieur brut du Bénin a connu une progression à partir de 2016, précisément en 2017. Pourquoi? Parce que le maillon du coton, il est là. Le maillon du coton, il est là. Et il travaille, il connaît les meilleurs engrais, il les fournit aujourd'hui, il a organisé. Nous mangeons du coton au pays. Les revenus ici du coton sont distribués comment? Monsieur Attardé, les revenus du coton aujourd'hui au Bénin sont distribués comment? Comment est-ce que le Zémidian de Cotonou arrive donc à avoir ces revenus-là dans sa poche? Et pourtant, c'est sur lui. La Banque mondiale a posé sa valise et a fait les analyses pour savoir que désormais, il gagne 725 000 francs par an. Le producteur de Banikwara qui a produit son coton, il gagne combien au finish? Quand il finit de payer sa dette, il s'endette. Si ce n'est pas le maïs que son petit frère a produit, quelque part peut-être dans la Takora, qui lui permet donc de payer la scolarité de ses enfants. Vous en savez quelque chose? Aujourd'hui, vous avez dit que l'État, quatrième niveau d'analyse donc de votre intervention, vous avez dit que les fonds vont désormais pour le public et non pour le privé. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que Patrice Talon, il est le maillon du coton. Je ne vous apprends rien lorsque je dis autour de lui, les gens continuent pas à s'enrichir. Mieux, je ne vous apprends rien lorsque je vous dirai qu'il y a autour de lui des gens qui ont acheté des terres à Cotonou à 3,5 milliards de francs CFA, alors que l'État en achète un peu moins, sinon 10 000 fois moins que ça. Et en quoi aujourd'hui est différent d'hier? Et en quoi aujourd'hui serait différent de demain si on continue avec le même paradigme de détournement, de mauvaise gestion, qui aujourd'hui sont transformés non pas en corruption,
mais qui sont transformés aujourd'hui non, attention. Non, là. Alors donc, quand on en revient, Monsieur Kazmi, on a regroupé des individus au niveau de Patte d'Oie, on a fait l'asphaltage, on a rendu le cadre beau, et qu'on a invité la Banque mondiale. Venez voir, ils sont allés là-bas, voir effectivement qu'il y a des gens qui ont un train de vie de près de 700 000 francs le mois. Mais c'est un trompe. Hey! Venez juste à quelques kilomètres, à 5 kilomètres de là, à Ladji, à Cotonou, pour voir des populations dans l'eau, puantes. Venez voir des autorités de la municipalité de Cotonou, ont leurs parents à Ladji, et qui n'ont ni moustiquaires. Je dis bien moustiquaires. Vous gagnez 700 000 francs et vous attendez aujourd'hui les partenaires techniques et financiers pour avoir des moustiquaires. Vous attendez les partenaires techniques et financiers pour avoir des cache-nez. Monsieur Joël, ce n'est pas moi qui le dis. Les cache-nez ont été donnés au Bénin par la Chine. Les chloroquines. Vous avez de l'argent aujourd'hui et vous vendez les chloroquines. Vous achetez les chloroquines à 40 francs CFA et vous les vendez à 50 francs. Et pourtant, vous êtes désormais payé à revenu intermédiaire. Kazmi, oui, monsieur Attadé va vous le dire. J'en aurais fini. Oui. J'en aurais fini. Okay. Parce que il aura le même temps. Non, allez-y. Vous en aurez fini en disant. J'en aurais fini lorsque j'aurais demandé à monsieur Attadé. Oui. Dites-moi, vous êtes fiers aujourd'hui de voir des émigrants dans l'eau à Cotonou réclamant un repas copieux et n'en trouvent pas. Vous êtes fiers de pouvoir dire aujourd'hui que ces émigrants-là gagnent 725 000 francs par an. Bon, merci beaucoup à cette question pour remonter la pente. Monsieur Attadé, Kazmi a dit beaucoup de choses sur lesquelles vous aimeriez bien intervenir. On commence par le dernier pan, à savoir le revenu qu'il évalue à 700. Est-ce qu'avec les données de la Banque mondiale, chaque Béninois devrait automatiquement se retrouver avec ses revenus? Nous permettons d'abord de lui dire que nous sommes sur un plateau où nous faisons un débat scientifique et nous devons donner la nourriture scientifique. Tout à fait. Donc l'objectivité doit primer. Je crois que l'honnêteté et la rigueur scientifique m'obligent à dire ce deux choses. Un, je veux lui faire constater en fait que il a évoqué plusieurs sujets qui m'obligent à lui apporter des précisions. La première précision que j'aimerais lui dire, la Banque mondiale et ses structures de contrôle n'opinent pas sur des données conjoncturelles. C'est les données structurelles, en fait, qui intéressent. Je suis historien de l'économie aussi. Donc, je sais de quoi je parle, c'est pourquoi je vous dis, on décide et on fait des projections à partir des données structurelles et non des données conjoncturelles. Premier niveau d'observation. Deuxième niveau d'observation, je voudrais vous dire que, en fait, vous dites que Cotonou dans l'eau et autres, là, c'est un autre problème. Vous savez que la question Cotonou est une question globale abordée depuis Kérékou, depuis Soglo, jusqu'à présent, parce que Cotonou, apparemment, semble être plus bas que le niveau de la mer. Et les lotissements qui ont été amorcés à Cotonou ont été dans une pagaille donnée. Et vous savez qu'il n'y a pas un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Et il y a donc, n'abordez pas la question de l'eau. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle équipe, un exécutif municipal qui est là, qui certainement va se mettre en phase avec le pouvoir central pour qu'ensemble, ils trouvent une solution à la question des inondations. Il n'y a pas que Cotonou, hein. À Grand Popo, c'est pareil. À Bongravi, c'est pareil. Je vais quelque part où, pratiquement, je me suis dit, mais est-ce que les hommes sont dans l'océan? Et encore qu'ici, c'est bien. Vous avez vu Abidjan. Tous les grands travaux routiers que le président Ado a fait sont partis. Ça veut dire que ce n'est pas une question spécifique au Bénin. Donc, laissons la question de l'eau. Revenons-en maintenant, vous parlez de repas, un truc comme ça. Ce qui est normal. Si vous voulez faire des investissements, vous êtes obligé de retrousser les manches. Ou nous gérons le quotidien comme le faisions, ou désormais, nous décidons de faire la rupture. Il y a eu plusieurs ruptures manquées. Aujourd'hui, je peux vous confesser que je ne suis pas fier de la façon dont le pays a été géré avant 2016. De 1945 à aujourd'hui, ça nous fait 75 ans d'expérience politique, puisque la décolonisation a commencé en 1945. Les premiers partis ont été mis en place. Ça fait 75 ans d'expérience politique. Après, nous sommes allés en 60 à l'indépendance. Bientôt, à l'horizon 1er août, là, on va faire 60 ans d'indépendance. Nous avions célébré le 28 février passé, là, 30 ans de renouveau démocratique. Nous sommes en train de faire maintenant 17 ans de décentralisation. Faisons le bilan. Voyons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous êtes fiers en tant qu'intellectuel, en tant que cadre béninois, outillé,
la façon dont le pays a été géré jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a une autre forme de gouvernance qui est en train d'être mise en place. C'est vrai que ça choque les susceptibilités, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Les réformes, en fait, comme j'ai pris l'habitude de le dire, ont des conséquences immédiates fâcheuses, mais des retombées positives, durables. Si vous voulez, par exemple, construire une maison, si vous gagnez peut-être 100 000 francs, vous êtes obligé d'économiser. J'en viens aux investissements dont vous parlez. Si je gagnais 100 000 francs et que j'utilisais tout pour nourrir ma famille, et qu'un jour, je décide que bon, les 100 000 là, désormais, je vais investir sur 60 000 francs. Investissement, avec l'espoir que j'aurai le retour sur investissement. Dès que je ne peux pas avoir un investissement, si c'est une dette, je ne peux pas appeler le passif et me faire une bonne santé. Et la structure qui m'accorde les prêts verra que je suis un partenaire crédible. Et j'aurai une bonne note. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le BD. Il n'y a pas autre chose. Alors, quant au quotidien des Béninois que votre vis-à-vis évoque, ils peuvent avoir déjà l'impact ou il va falloir attendre encore un peu? Je crois que, pour être honnête, je ne peux pas me réjouir de la façon dont, aujourd'hui, les Béninois vivent. Mais on peut faire mieux. S'il y avait un gâchis, on doit se réjouir de la façon dont la lutte contre la corruption se mène. Puisque si vous ne faites pas cette lutte, vous ne pouvez pas... Mais il y avait une évasion fiscale, vous savez, que la fraude fiscale, c'était un sport national. Et aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, je crois que c'est encadré, c'est contrôlé. Aujourd'hui, on peut se réjouir de la façon dont le milieu financier est assaini. Et la mobilisation des ressources intérieures, couplée avec une efficience de la gestion, permet de dégager... Alors, on est en juillet. Donc aujourd'hui, la banque ne s'est pas trompée, puisque moi, je m'attendais à ça. Je savais que la dynamique dans laquelle nous sommes là nous permettrait d'atteindre. Mais il faut voir quelles sont les options que le président fait. Parce qu'il faut voir la qualité de celui qui a eu le pouvoir. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Les animer. Mais monsieur, attendez. Ok, allez-y, rapidement. Nous avions eu des aventuriers. Si vous, par exemple, vous devenez président de la République, je vous le souhaite bien. C'est même pas mon souhait, monsieur. Bon, mais ceux qui l'ont été, ils n'ont jamais souhaité. Mais quand ça va venir, je sais que vous avez eu trop d'ennuis. Vous avez été combatif. On vous a vu sur les fronts. Celui qui a géré le mépris, la haine, la délation, il ne craint plus la fourberie, la mesquinerie, la soumission des hommes. Et il plane ou se plaît. Le président dit que lui, vous pouvez critiquer, il lit. Il prend ce qui est potable. Le reste, là, il s'en fout. Il sait que dans une gestion, on doit vous critiquer. Donc, ne pensez pas que demain, quand vous serez à ce siège-là, que vous serez indemne, vous serez lynché. Alors, une question qui vient quand même... Il y a une dynamique qui est en cours, qu'il faut saluer. Voilà. Et dans cette logique de projection, avant de donner la parole à votre vis-à-vis, dans cette projection, pour ceux qui disaient, alors, avec cette nouvelle, on peut enfin se réjouir d'une fin d'année heureuse pour tous. Et là, se gaver comme cela se doit, parce que la promesse de serrer la ceinture, le desserrage n'a pas été annoncé. Est-ce que vous pensez que c'est tout de suite le quinquennat finissant ou les retombées seront après la fin de l'année, donc à la fin du quinquennat? Je crois qu'il y a un débat qui se fait à l'Assemblée, le débat d'orientation budgétaire. Et le budget qui sera voté bientôt va nous déterminer la suite. Puisque c'est dans le budget qu'on loge, en fait, les différents chapitres. Et on verra quelle est la part du social dans le budget. Oui, manifestement, il y a des données qui motivent à espérer que la grande attente du grand nombre pourra être comblée. Quand on écoute votre vis-à-vis. Vous en connaissez, vous? Quand vous écoutez votre vis-à-vis. Mon vis-à-vis n'est pas la référence. Moi, la référence, c'est les chiffres de l'État, c'est la situation ambiante. Votre vis-à-vis utilise aussi les chiffres? Mais vous contestez, y compris les chiffres même de l'institution qui est venue le contrôle. Ces chiffres ont été rebasés. Oui, mais écoutez, je n'en tiens pas, moi, personnellement, le rebasage, allez lire la définition au niveau, dans tous les glossaires. Le rebasage n'a jamais arrangé le peuple. Et moi, je l'ai dit. Mais le pays, en arrangeant le pays, ça peut avoir des retombées sur le peuple. Vous parlez des dynamiques actuelles. Oui, sur le leasing. La réforme du leasing fait partie des dynamiques actuelles, les réformes actuelles. Vous savez combien le leasing coûte aux contribuables béninois? C'est ça, là, vous appelez assainir les finances publiques? C'est ça, là. L'asphaltage, 3 fois le montant. 900 milliards pour l'asphaltage. Je donne l'exemple de la présidence de la République. On a besoin de ce luxe-là,
dans un pays où les gens ont du mal à trouver le gari, on a besoin de ce luxe à la présidence, derrière la présidence. On a besoin de ce luxe-là. Je suis d'accord qu'il faut faire les infrastructures. Mais avons-nous besoin de ça? Des infrastructures qui ont été conçues il n'y a même pas 10 ans, ont été cassées, repris. C'est ça que vous appelez dynamique donc de quoi? Non, moi je ne m'inscris pas dans ça. Vous avez parlé du budget. Je voudrais revenir de façon... Je voudrais survoler certains de vos propos. Vous avez parlé du budget, le cadrage budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes fiers de ce qui est fait. Nous avons une crise de coronavirus. Aucune loi rectificative n'a été prise pour nous dire comment on veut désormais faire les dépenses effectuées. Et ils sont allés, ils n'ont rien dit. Pire, nous étions à 1986 milliards en 2020. Pour 2021, ils sont venus à 1383 milliards. Vous estimez que ça c'est bon? Ce n'est pas une régression. Nous sommes même allés en 2017 à 2010 milliards de budget dans ce pays-là. Vous avez fixé un programme d'action du gouvernement évalué à plus de 9 000 milliards, près de 10 000 milliards, autour donc des 6 budgets que vous êtes en train donc d'élaborer. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand ils sont venus, ils ont pris un collectif budgétaire, le premier budget. En 2017, ils ont pris un autre budget. Donc, à la date d'aujourd'hui, ça fait 6 budgets en 5 ans. Ils n'ont pas pu atteindre le seuil de 700 milliards. Ils ne sont pas à 700 milliards. Le PAG est un échec. Le reste des montants, le reste des projets, ça va se gérer comment dans le pays? Ça va se gérer comment? Vous êtes fiers de ça? Et c'est ça là, vous appelez dynamique. Vous êtes dans un pays où aujourd'hui, le port autonome de Cotonou, en fait, le PBI appartient à un individu, sinon à un groupe d'individus, qui donc désormais sous-traite avec la douane. C'est l'individu, le privé qui finit d'exercer sa fonction et dit maintenant à la douane, à l'État, viens chercher ce qui te revient. C'est ça vous appelez réforme dynamique, en fait, dans un pays qui aspire. Vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la... Ils n'ont même rien fait, ils ont tout Non, vous n'allez pas dire ça. Vous savez, je l'ai dit et j'assume l'entière responsabilité. Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez, une question qui tourne dans sa tête. Et la non, permettez-moi de vous. Vous savez, monsieur Joël, la conséquence, je voudrais parler de la conséquence de ce classement. Oui. Nos dirigeants peut-être ne savent pas ou bien le savent, mais ne l'ont pas dit. Lorsque vous avez ce classement-là, oui, c'est un peu comme je vais faire tout. Oui. Un enfant qui était allaité hier, qui aujourd'hui a 18 ans et qui a commencé par draguer dans les rues de Cotonou. Vous savez quoi? Vos parents vont couper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le Bénin sur le marché des titres là, on va nous pratiquer le taux d'intérêt selon ce qui est pratiqué sur le plan international. C'est de ça qu'il s'agit. Ce classement-là, ce n'est pas pour s'enorgueillir. C'est pour... On a peut-être les reins solides pour... Vous avez quel rein solide? Avec quelle économie? Le temps est complètement parti. On va écouter rapidement votre vis-à-vis. On arrivera à la conclusion. Ne vous en faites pas. On refera le débat au besoin. Oui, monsieur Attadé, plus qu'une minute, allez-y. Oui, permettez-moi de dire à mon frère Casimir Pédior qu'il parle du PVI. Il y a l'histoire du PVI. C'est un programme de vérification de nouvelle génération. Qui appartient à... mais ça ne date pas de maintenant. Qui appartient à... Mais je vais vous dire qu'en fait... Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a un progrès qui est en cours et il faut célébrer les performances qui sont louées et vantées par des institutions prestigieuses que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Merci à vous pour la conclusion. Oui, mesdames, messieurs, malheureusement, le temps est complètement parti. Ça va être sur cette conclusion de monsieur Attadé qu'on va s'en arrêter, saluer cet effort de la Banque mondiale et voir comment faire pour parfaire cela. Casimir Pédior, ne vous en faites pas, vous aurez votre mot de la fin à un prochain plateau. Ça ne manquera pas, ça n'arrive pas tous les jours, cet inspecteur. Ne nous en voulez pas. 100% Bénin pour le numéro du jour. Nous avons faussé compagnie sur ce proverbe mandingue. Nous sommes là en Afrique. Le proverbe dit ceci: les joies non partagées sont comme les fruits mûrs qu'on laisse pourrir plutôt que de les offrir. Prenez soin de vous. Demain, reste notre jour pour d'autres faits majeurs à découvrir ensemble sur ce plateau. À très bientôt.